Je range mon bureau, c'est la 60e vidéo, ou plus exactement c'est la vidéo numéro 60, mais pas la 60e dans cette série. Peu importe, lundi 6 avril 2020, c'est le début de la 3e semaine de confinement, ou plus exactement d'ailleurs de la 4e semaine de confinement, je finis par me mélanger les pinceaux, et je viens d'aller écouter, regarder les 2 dernières vidéos d'Azélie Fayol sur sa chaîne Un Grain de Lettres. Elle parle de Virginia Woolf et de A Room of One's Own dans l'avant-dernière, et puis elle parle justement de toute l'anormalité, anormalité, de ce confinement dans la dernière. Il faut vraiment que vous alliez vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas le cas, et que vous alliez méditer, écouter ce qu'Azélie Fayol dit de la situation. C'est très important, je pense que ça nous aide à penser. La dernière vidéo, elle prend vraiment la forme d'un essai un peu à la Montaigne, je trouve, et c'est extrêmement intelligent. La raison pour laquelle je dis cela en préambule, c'est parce que j'essaie de continuer à faire les vidéos comme si de rien n'était, mais bien entendu, il y a quelque chose, et il y a toujours quelque chose, mais actuellement, il y a plus que jamais quelque chose qui fait obstacle, qui fait obstruction. Et une des raisons pour lesquelles aussi j'ai voulu réagir, j'ai voulu faire cette vidéo, c'est tout d'abord que ça fait 3 jours que je me dis qu'il faut que je fasse cette numéro 60 et que je ne la fais pas. Donc regardez, écoutez Azélie comme souvent, hein, regardez les vidéos, regardez ce que font d'autres vidéastes, d'autres personnes qui font des vidéos comme ça de littérature ou sur ces questions d'écriture et de littérature. Eh bien c'est un stimulant aussi, hein, comme lire des poèmes parfois donne envie d'en écrire, ou comme lire des essais donne envie soi-même de pousser la réflexion. Eh bien déjà il y a ce côté-là, donc déjà merci Azélie de relancer ma machine. Et puis il y a aussi autre chose qui m'a fait réagir, qui me fait réfléchir, c'est ce que je vois depuis plusieurs semaines, cette espèce de tropisme complètement opposé, presque d'antagonisme entre celles et ceux qui disent, et qui disaient d'ailleurs surtout avant le confinement, ou au tout début du confinement, que le confinement allait être l'occasion de lire beaucoup plus, d'avoir beaucoup plus de temps pour soi, etc. Et puis toutes celles, tous ceux qui disent que finalement, non, c'est pire que jamais, on est beaucoup plus accaparé, déjà on est psychologiquement inquiet, dérouté, déboussolé, voire angoissé. Et puis, il y a aussi le fait que, comme il y a pour les enseignants, pour les universitaires, la continuité pédagogique, cette continuité pédagogique, finalement, parfois, implique que le travail prend encore plus de temps que d'habitude, de manière assez paradoxale peut-être, mais c'est quand même la réalité que vivent de nombreux collègues, et aussi, mais surtout peut-être même d'ailleurs de nombreux collègues du primaire et du secondaire qui ont dû s'adapter encore plus, alors que nous, universitaires, on travaille déjà sur un mode déjà extrêmement schizophrène le reste du temps, donc on a eu juste à accentuer notre schizophrénie, mais c'est pas pour autant qu'on le vit bien. Bon, peu importe, c'est des considérations générales. Je sais que normalement les vidéos Je range mon bureau, elles sont là pour que je parle de livres, vous affolez pas, il y en a, c'est pas un problème, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles je réagis à la vidéo d'Azélie et à tout ce contexte un peu général, parce qu'Azélie dit qu'elle a beaucoup de mal à lire, et qu'elle elle n'arrive pas, ou plus exactement, elle n'est pas dans un état d'esprit qui permet la lecture. Alors c'est quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup, parce qu'en fait je pense que c'est lié aussi à des configurations personnelles. Il y a une configuration collective, il y a une configuration politique, il y a plein de choses qui dépassent bien sûr le cadre de l'individu, mais je crois que c'est aussi une configuration individuelle. Comme vous l'avez peut-être remarqué, depuis que je fais ces vidéos, et puis bon, même pour des personnes qui me connaissent depuis plus longtemps, quand je parlais de livres que je lisais dans mes blogs, et ça va faire 15 ans que je tiens un blog, que je tiens 2 blogs même, il y a toujours eu pour moi quelque chose d'essentiel à lire en dehors de mon travail, c'est-à-dire en dehors de ma spécialité. Je suis universitaire, anglophone, spécialiste de littérature africaine. Ça veut dire que évidemment le cœur de mon métier c'est la littérature africaine anglophone, et on va dire plus généralement les littératures africaines, quelle que soit leur langue d'écriture, mais c'est évidemment aussi du coup tout ce qui touche à l'anglophonie, c'est-à-dire aux littératures écrites en anglais, quelles qu'elles soient, à travers les âges et jusqu'à nos jours, même si je suis plutôt contemporanéiste. Et puis on voit bien dans ces vidéos que je lis des choses qui n'ont rien à voir, et que j'ai toujours lu beaucoup de choses qui n'ont rien à voir, et ça a toujours été essentiel pour moi. Ça veut dire que même pendant la thèse, parce que j'avais énormément de chance, et c'est toujours des questions économiques bien sûr, j'ai pu faire ma thèse en ayant très peu d'heures d'enseignement, en ayant une situation matérielle, une situation en termes de temps libre pour faire la thèse qui était idéale, on va dire ça comme ça. Même pendant la thèse, j'ai beaucoup lu,
en dehors de ma spécialité, je faisais une thèse sur, tiens, ben il est là, Noureddin Farah, je vais expliquer pourquoi Noureddin Farah est derrière moi. Je faisais une thèse de littérature africaine, et pendant ma thèse, par exemple, j'ai lu La recherche du temps perdu en entier. Parce que voilà, pour moi, c'était... À un moment donné, j'ai eu envie enfin de faire ça, que j'avais jamais fait, et je l'ai fait pendant ma thèse. Et ma thèse n'avait rien à voir, et ça n'a servi à rien, en quelque sorte, pour ma thèse. Donc j'ai toujours eu ce rapport à la lecture, ce rapport à la lecture de textes littéraires, et de textes littéraires forts, hein, on va dire, ou complexes, ou profonds, qui était que j'avais besoin de me nourrir en permanence de lectures qui n'avaient rien à voir, ou qui n'avaient en tout cas pas un rapport direct avec ma spécialité. Et depuis que je suis maître de conférence, et ça va faire 18 ans, ça n'a pas changé, voire ça s'est accentué, à savoir que je m'autorise même des semaines et des mois au cours desquels je ne lis pas du tout de littérature africaine, de littérature postcoloniale, voilà, littérature des minorités, enfin bon, il y a plein de terminologies, on ne va pas revenir là-dessus maintenant. Et donc actuellement, en plein confinement, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que je ne lis pas plus nécessairement qu'avant, je lis beaucoup, mais je ne lis pas moins non plus. Je n'écris pas moins, j'ai un projet d'écriture très prenant depuis le 1er janvier. Il s'est plutôt accentué pendant le confinement parce que il se ressent, on va dire, du contexte, évidemment. C'est ce que j'appelle le projet Scarlatti, c'est pas le lieu d'en parler ici, mais j'ai pas arrêté d'écrire, et en fait je me force à écrire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où voilà, je me dis de telle heure à telle heure, je vais consacrer du temps à telle lecture, ou je vais consacrer du temps à tel chantier d'écriture. Donc voilà, c'était un petit peu en préambule, en réponse, en dialogue, j'espère, avec Azili, puis avec plein d'autres gens sur Twitter, Facebook, des personnes avec qui je parle de ces questions-là, ou avec qui je n'en parle pas, mais avec qui, voilà, je ressens une sorte de parenté, hein, dans la manière dont ces questions nous travaillent ou nous taraudent, mais voilà, c'est quand même ça qui se passe. Donc du coup, c'est pour expliquer pourquoi. C'est pas que je vis bien le confinement, je suis pas sûr que grand monde le vive bien, mais ça explique pourquoi. Je continue à faire des vidéos, je range mon bureau, et c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs que je le range, parce que ça faisait partie des choses qu'on s'était dites avec mon épouse, c'est qu'on allait enfin essayer de réorganiser, de prendre le temps pour ranger un peu, réorganiser la bibliothèque. On aurait le temps de le faire le week-end, parce que les week-ends sont un petit peu plus cool quand même qu'en temps ordinaire. Je dis un petit peu plus, j'insiste bien sur la modalisation, mais du coup, le temps qui est libéré par ce un petit peu plus cool le week-end, on ne consacre pas à aller visiter les châteaux de la Loire, hein, ou à se promener, puisqu'on n'a pas le droit et qu'on ne le fait pas, mais on ne le consacre pas non plus à ranger la bibliothèque. Bon, ça c'est une parenthèse dans la parenthèse. Bon, tout ça pour dire que la lecture continue, et les vidéos, je range mon bureau, continuent aussi. Celle-ci, elle va être très longue, je pense, c'est plus ou moins prévu. Je commence à enregistrer là, c'est lundi 6 avril, c'est en fin d'après-midi. Je ne sais pas trop si je vais avoir la forme de faire les différents morceaux, fragments, qui ensuite reconstitueront la vidéo. Mais c'est aussi pour ça d'ailleurs que je me permets de digresser, parce que ça va être un épisode très long. De toute façon, ces vidéos, il n'y a pas grand monde qui les regarde vraiment, ou qui les regarde en entier. Il y a toujours très peu de visionnage. Donc je l'ai fait pour moi, c'est ce que je dis souvent aussi. Puis je dis souvent aussi aux personnes, aux fidèles, dont j'apprécie tellement qu'ils me soient fidèles, qu'elles me soient fidèles, qu'ils me regardent, qu'elles me regardent, qu'il faut fractionner, qu'il faut segmenter. C'est pour ça que je mets toujours un chapitrage en dessous pour qu'on puisse zapper. Bon, il y a toujours aussi la solution d'utiliser la fonction lecture accélérée dans YouTube. Je crois que je parle trop vite, déjà à x1, pour que ça soit totalement jouable de faire x1,5. x1,25, je sais pas. Si vous faites x1,25, c'est vrai que sur une vidéo d'une heure, ça vous permet quand même de la regarder en 3/4 d'heure, ça peut être pas mal. Mais voilà, je sais. Non, je suis en train de me tromper dans mes calculs. Ouais, non, ça doit faire 50 minutes plutôt. J'y arrive pas en fait. Je sais pas. Bon, peu importe. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Vous voyez que je suis un littéraire et pas un matheux. Décidément, ça se confirme. Alors voilà, j'annonce, ça fait 10 minutes que je parle, et on est dans le préambule, donc peut-être d'une très longue vidéo, on ne sait pas, on verra, vous le savez, parce que vous avez la vidéo publiée sous les yeux, vous êtes dans mon futur, mais moi je ne le sais pas, parce que je suis au début, et que je travaille sans plan, mais voilà. Et puisqu'il a été question de Virginia Woolf et de Room of One's Own, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai changé un petit peu la déco. J'ai mis Orlando de Virginia Woolf, j'explique pas pourquoi, et puis j'ai mis ce livre très important de Noureddin Farah, Sardines. Pourquoi ? Parce que le début de Sardines, les 2-3 premières pages de Sardines sont
pas une réécriture, mais dans le début et dans la manière dont Farah caractérise le personnage de Medina, il utilise, en fait, textuellement, la référence à A Room of One's Own, a room of one's own, a country of one's own, a country in which one were not a guest. Bon voilà, il y a tout ce décalque, cette reprise de Virginia Woolf. Et je dois bien avouer que Virginia Woolf, A Room of One's Own, je l'ai lu au départ, pour essayer de démêler la référence intertextuelle, parce que j'avais lu Farah avant de lire ce livre-là de Virginia Woolf. Et du coup, je l'ai lu, et c'est vrai que tout ce que Azélie Fayol dit de A Room of One's Own dans sa pénultième, dans son avant-dernière vidéo, a résonné beaucoup, parce que je ne l'ai pas vraiment relu depuis. J'ai jamais vraiment intégré A Room of One's Own à des séminaires ou à des cours à la fac, mais voilà, c'est un livre qui est resté très présent. Je dois encore avoir toutes les notes que j'ai prises dessus quelque part dans des vieux dossiers poussiéreux. Et voilà. Donc, on en arrive à la fin du préambule, 11 minutes, waouh, super, je regarde ça sur l'écran de contrôle, il faut que j'enlève la sangle de l'appareil qui me gêne. Attention, vous allez voir passer une sangle là, ouais, hop là, coucou. Bon, déjà, j'ai trop tendance à me regarder dans l'écran de vérification, mais ça, c'est un petit peu tout le monde qui a ce problème-là. Donc, fin du préambule, début de la première partie. La première partie, c'est quoi? Traditionnellement, c'est les Pléiades. Et aujourd'hui, puisqu'il a été question de Virginia Woolf, je suis un petit peu taquin, et donc je vais vous lire un extrait d'un livre de Nathalie Sarraute, tiré du Pléiade des œuvres complètes. C'est d'ailleurs un mensonge, parce que le Pléiade de Nathalie Sarraute, il est sorti alors qu'elle était encore en vie, et donc elle a publié un livre après, c'est Ouvrez, et donc il n'est pas dedans. Si vous regardez dans la liste, le dernier livre, le dernier roman publié ici, c'est ici, justement, et il y a Ouvrez, qui n'est pas dans le Pléiade. Je vais vous lire un extrait de l'usage de la parole et un extrait du chapitre. L'usage de la parole, c'est constitué, comme ici, comme Ouvrez d'ailleurs, de textes autonomes les uns des autres, qui à chaque fois travaillent un motif. Et là, le texte s'appelle « Eh bien quoi, c'est un dingue ». C'est là, vous voyez sur le mur cette fissure, cette craquelure. Par là, quelque chose d'indicible doit filtrer, quelque chose de suinte. On dirait que par derrière, une substance spongieuse tout imbibée laisse dégorger. Quoi donc? Qu'est-ce qui produit sur cet homme qui le perçoit des effets surprenants, exerce sur lui une attraction comparable à celle des rayons de la lune? Voyez comme il s'agite, se lève, court, se courbe, se met à quatre pattes pour mieux voir, se redresse, repart, revient, ramenant du secours pour réparer, colmater, boucher, recouvrir, repeindre, lisser, effacer. Est-ce certain qu'aucune trace, que plus rien? Il s'écarte pour mieux observer. Bien s'assurer, se rassurer, il frotte et lisse encore et ne se sent enfin apaisé. Les lèvres de celui qui écoutait s'étirent pour sourire, elles s'ouvrent pour laisser tomber, se traînant lentement, s'étalant pesamment. Eh bien quoi, c'est un dingue. Eh bien quoi, c'est un dingue. Ce que ces paroles produisent en celui qui les reçoit ressemble à ce qu'éprouverait un cambrioleur occupé à inspecter, à fouiller une maison inconnue, tâtonnant dans l'obscurité, chuchotant. Je crois que c'est là, par ici. Fais attention, suis-moi. Quand tout à coup, une lumière brutale l'aveugle, et que son compagnon, son complice, braquant sur lui un revolver, lui crie « Haut les mains !» Ou encore, cela fait penser ce que ces paroles déclenchent à ce que peut ressentir quelqu'un en train de se promener en compagnie d'un ami, quand celui-ci tout à coup se jette sur lui, en un tour de main le ligote, le bâillonne, et lui siffle à l'oreille « N'essaie pas de fuir, tu es pris ». C'est dans le Pléiade, Sarraute, pages 967 et 968. Alors on attaque la pile des livres, il faut vraiment que je range, et il y a quoi? Eh bien, il y a notre traditionnelle pile des livres que je vais expédier vite fait, ça gagnera du temps. Celui-là, j'en ai déjà parlé, Traduire ou perdre pied de Corinna Gepner, je l'avais laissé sur la pile des livres qui sont là, juste devant moi, vous ne le voyez pas, c'est en hors-champ, mais c'est très bizarre parce que j'ai un trépied pour l'appareil photo, je suis notoirement mal équipé parce que je suis un gros je m'en foutiste, ça c'est pas complètement un scoop, et donc j'utilise pas le trépied, je dis je suis un je m'en foutiste depuis des années que je fais des vidéos et
et j'en suis à 400, je sais pas combien, peut-être plus, j'ai pas compté, j'ai toujours pas d'équipement de son, et donc le son est pourri, et ça fait donc 400 ou 450 vidéos avec un son pourri. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors j'ai un trépied, et malgré tout, vous savez, j'utilise quasiment pas le trépied pour faire ces vidéos, je range mon bureau. Là, l'appareil photo, il est posé sur un coffret brillant classique des œuvres complètes, des enregistrements complets de Haydn, sur lequel j'ai posé le livre que je suis en train de lire en ce moment, que je viens juste de commencer, qui est Kintu de Jennifer Mansubuga Makumbi, en anglais. Et puis l'appareil photo, il est posé devant. Et puis devant le coffret de Brillant Classics Haydn, il y a d'habitude tous les livres que je pose là devant, comme ça, et qui sont les livres que je n'ai pas encore rangés, et donc j'ai fini de lire, et dont j'ai pas encore parlé en vidéo. Et donc celui-là, Corinna Gepner, je l'y ai laissé depuis plusieurs mois. Pourquoi? Parce que normalement, au mois d'avril ou au mois de mai, je devais faire venir Corinna Gepner avec l'éditeur, Benoît Véry, la Contralée, éditeur actuellement en résidence dans la région, mais je pense qu'avec le confinement, tout ça a pris des proportions, a pris une direction un peu inattendue. Je ne sais pas du tout comment ça se passe avec Cyclic, avec la région Centre-Val de Loire. Et toujours est-il que donc le livre restait sur mon bureau parce que je faisais travailler les étudiants dessus, je travaillais moi-même dessus pour préparer cette rencontre. Mais bon, la rencontre, maintenant on sait qu'elle n'aura pas lieu, donc j'ai renoncé à ça. Et donc, je vous lis un dernier extrait. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, vous irez fouiller dans les vidéos précédentes, dans les vidéos depuis le mois de décembre. Mais je vous lis un dernier extrait. J'ai commencé la traduction naïvement. Rétrospectivement, je pense que c'était une bonne chose. J'y suis venu par amour des textes avec un solide bagage littéraire, et j'ai appris chemin faisant. Des rencontres m'ont aidé à évoluer, à prendre conscience que mes difficultés étaient inhérentes à la pratique même de la traduction. J'aime que le quotidien me contraigne sans cesse à abandonner toute prétention à une théorie, à des principes, tout en me confortant dans l'idée qu'il peut y avoir des directions, la justesse notamment. Chaque phrase, chaque mot m'oblige à un choix qui en entraîne d'autres. Il y a cette pensée du faire, qui me semble plus précieuse que tout, la pensée de la main de l'artisan. Je n'ai jamais compris cette dichotomie entre théorie et pratique avec la hiérarchie qui s'y attache. Commencer par apprendre la théorie, quel que soit son objet, puis passer aux exercices pratiques. Quand je traduis, je réfléchis en faisant. On ne dira jamais assez combien un savoir que l'on croit acquis se défait dès l'instant où l'on se trouve en situation de le mettre en œuvre. Tout ou presque est à réapprendre. Cette capacité de réfléchir en faisant me semble au fondement même de l'inventivité, parce qu'elle permet de créer dans la chair. Ce que je peux lire par ailleurs sur la traduction vient nourrir ma pratique. La bousculer, la conforter, peu importe, cela ne la fonde pas. Et je dédie cet extrait, cette page de Corinna Gepner, à une grande traductrice, qui est une ancienne collègue, que je continue de suivre, on continue de se suivre sur Facebook, et je la salue, c'est Fanny Quément. Je poursuis les livres dont je vais me débarrasser assez vite, avec Clarice Lispector, Près du cœur sauvage, et la raison pour laquelle je ne vais pas en parler longtemps, c'est que je ne l'ai pas lu, c'est mon épouse qui l'a lu, et même elle ne l'a pas lu, parce qu'elle s'est interrompue au bout de presque la moitié. C'est traduit du portugais, c'est une écrivaine brésilienne, Clarice Lispector, moi je la connais de nom uniquement, mais c'est quand même un nom connu, traduit du portugais par Claudia Poncioni et Didier Lamaison, c'est aux éditions des Femmes. Et donc ce livre de Clarice Lispector, il est sorti en traduction française en 1981, pour la première fois, c'est la 5e édition avec une nouvelle traduction en 2015, et le texte d'origine, Perto do Coração Silvegem, avec mon portugais brésilien atroce, date de 1944. Et donc, voilà, c'est un livre que je n'ai pas lu, que je lirai peut-être un jour, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et comme mon épouse n'a pas trop accroché, et même qu'elle a arrêté à mi-chemin, je ne peux pas en parler plus. Poésie du Gérondif de Jean-Pierre Minaudier. Alors la raison pour laquelle Poésie du Gérondif était sur ma pile, c'est que je l'ai ressorti pour le citer, pour envoyer des extraits de ce livre par échange sur les réseaux sociaux. Et donc je l'ai ressorti, et ce livre, je l'avais lu, j'avais adoré ce livre-là. Et c'est aux éditions du Tripode, c'est sorti en 2014 je crois, c'était avant que je fasse des vidéos. Donc je trouve ça bien justement de pouvoir parler de ce livre-là dans ces vidéos, signaler ce livre,
cherchez, faites 2-3 recherches comme ça sur le web. C'était un livre sur les grammaires, hein, sur la grammaire, mais qui cite un très grand nombre de langues, un très grand nombre de grammaires, qui est un essai extrêmement drôle, extrêmement savant, extrêmement érudit, et très intelligent en fait, sur la question de la grammaire. Le sous-titre, c'est Vagabondage linguistique d'un passionné de peuples et de mots. Nous poursuivons cette vidéo et il s'est passé quelque chose de tout à fait inhabituel dans la série Je range mon bureau. Il s'est écoulé en fait 10 jours entre le premier fragment de vidéo que j'ai enregistré, et à la suite duquel je collerai le fragment qui commence à présent. La raison en est, bien évidemment, le confinement, le fait qu'il y a des moments où soudain on s'interrompt, moi je m'interromps. Si je ne suis pas un projet de manière continue, eh bien après, les jours se suivent, mais surtout j'ai eu énormément de travail, notamment pour réorganiser tous les examens du mois de mai, et puis pour préparer des cours d'agrégation, et voilà. Donc il faut quand même que je me débarrasse de cette vidéo, donc je suis désolé, mais bientôt ça sera bon débarras. Donc la suite, c'était tout d'abord ce texte éloge de la créolité in praise of creoleness, qui est un texte bilingue, comme son titre le suggère. C'est un texte de 1993, c'est une sorte de manifeste très bref, puisque le livre en tout, avec les 2 versions françaises et anglaises, ne dépasse pas les 110-120 pages, et c'est un texte qui a 3 auteurs, Jean Bernabé, et peut-être plus connu, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant. Et c'est un texte qui est beaucoup moins intéressant, je trouve, que d'autres textes qui ont essayé de théoriser la créolité, et notamment les textes de Raphaël Confiant. C'est moins intéressant que le discours antillais d'Édouard Glissant ou l'ensemble des textes théoriques ou des essais d'Édouard Glissant. C'est un texte que je suis content d'avoir sur mes rayonnages pour réfléchir à ces questions de créolité, justement, hein, de théorisation d'une identité multiple, d'une identité transculturelle, et puis surtout d'une identité complexe aussi d'être le produit d'une rencontre forcée, et donc comment penser cette après-coloniale ou cette post-colonialité à l'intérieur de la créolité. Donc c'est assez intéressant quand même. Je trouve que le texte n'est pas extrêmement abouti, et puis surtout je le lis plus de 25 ans après sa publication, et il va de soi que la théorie de la créolité a beaucoup avancé depuis, donc j'étais un petit peu quand même sur ma faim. Ce qui était intéressant, et c'est pour ça que je les présente ensemble, c'est que j'ai lu l'éloge de la créolité à peu près au moment où je lisais ce roman de Carol Phillips. Alors ce roman de Carol Phillips, déjà il faut vous dire comment je l'ai eu. Alors Carol Phillips, c'est un écrivain dont j'ai énormément lu de livres, puisque j'ai assuré il y a 2 ans et 3 ans un cours d'agrégation sur Crossing the River, un de ses romans, son roman de 1993. Et donc à cette occasion-là, j'ai lu évidemment beaucoup de livres de Carol Phillips. Celui-là, il date de 2003, voilà, il s'appelle A Distant Shore. Et c'est intéressant parce qu'il y a des livres de Carol Phillips que j'ai moins aimés. Bon, je suis parfois partagé sur ce qu'il fait. C'est un bon écrivain, c'est un très bon écrivain, un romancier, hein, l'essentiel de son œuvre, vraiment une œuvre fictionnelle, de prose romanesque. Ce que j'ai trouvé très bien dans A Distant Shore, et c'est amusant aussi parce que j'ai fini de le lire au moment où j'ai revu Pulp Fiction, c'est évidemment la construction romanesque, la construction en 4 parties, qui est très intéressante et qui, je disais Pulp Fiction, rejoint un petit peu ce type de narration postmoderne, déconstructionniste, dans lesquelles on a plusieurs plans romanesques qui suivent des personnages différents qui se sont croisés ou qui vont se croiser, et toute une partie du travail du lecteur consiste à identifier en fait qui et à quel moment surtout ça se situe, puisque les datations restent délibérément floues, hein, il n'y a pas de plan chronologique, où il n'y a pas de date précise, et donc c'est une grande partie évidemment du charme de la lecture du roman vient de cette espèce d'approximation ou de clarification progressive. Ce qui est très bien, et c'était un peu le cas d'ailleurs dans Crossing the River, c'est que cette structure polyphonique, diffractée, centrifuge, chez Carol Phillips, n'est pas un simple jeu littéraire, n'est pas du tout gratuite, ce qui est un reproche que l'on peut faire à certaines œuvres de la postmodernité, qui est un reproche que moi je ferais quand même à Pulp Fiction, qui est un film extrêmement jouissif par plein de côtés, mais qui est un film un petit peu creux finalement, hein, qui à part dans son espèce d'hommage ou de reprise à l'histoire du cinéma, finalement tourne un petit peu en rond sur lui-même. Et A Distant Shore, comme les autres romans de Carol Phillips,
s'intéresse à la fois à la question du racisme d'État et du racisme endémique en Angleterre, donc il décrit l'Angleterre contemporain d'une manière qui n'est pas du tout complaisante vis-à-vis de cette question du racisme, et c'est vrai que ce roman a beau être de 2003, quand on le lit à la lumière de toutes les dérives depuis 4 ou 5 ans avec le Brexit Party et le Brexit plus généralement, ainsi qu'un très grand nombre de dérapages qui ne sont plus des dérapages institutionnels, rhétoriques d'un certain nombre de décideurs du Parti conservateur, on a là quand même de quoi pas mal réfléchir aussi. Et puis surtout, il le croise avec à la fois l'histoire des immigrations du moment de la décolonisation, donc le lien entre la sphère caraïbe et donc les travailleurs immigrés issus de la Caraïbe qui se sont plus ou moins bien, et généralement pas très bien adaptés, puisqu'ils n'ont pas été très bien accueillis non plus, et qu'ils se retrouvent dans des situations extrêmement précaires. Donc ça, c'est vraiment le thème principal, général, de beaucoup de romans de Carol Phillips, ça, ce lien anglo-caribéen dans une sphère contemporaine, postcoloniale complexe. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il croise cela aussi avec les guerres en Afrique dans les années 80, 90, 2000, et les réfugiés, la question des réfugiés, puisque le personnage noir principal est un personnage trouble, qui a plusieurs identités, qui a plusieurs noms, et dont effectivement on voit l'histoire à plusieurs points. Ce qui est assez intéressant, c'est que le livre, la première partie du livre, commence en fait par la fin, par l'aboutissement, c'est-à-dire comment cet homme se retrouve dans une petite ville anglaise et comment il y finit ses jours, de manière d'ailleurs tragique. Et ensuite, effectivement, il y a dans différentes parties les points antérieurs de son trajet. Donc c'est un livre qui est très agréable pour ça, enfin très instructif, qui fait beaucoup réfléchir, et qui est assez beau, qui est bien écrit d'ailleurs, et qui parle aussi beaucoup de sexualité féminine et de la sexualité des femmes de 50-60 ans, les femmes autour de la ménopause, après la ménopause, et d'une manière qui est très, j'allais dire très juste, j'en sais rien, non, qui est très courageuse, c'est plutôt très courageuse que j'allais dire, parce que c'est extrêmement, équilibré, en fait, voilà, il y a vraiment un essai, une tentative d'être le plus juste possible et d'être dans la description et pas du tout dans l'interprétation. Donc finalement un vrai travail de romancier. Je vais vous lire un extrait de la deuxième partie qui se passe justement dans le contexte militaire africain. C'est peut-être pas celui-là en fait. The following morning, we moved north and began our assault on the next village, but the mood had changed. As we cut through the bush, Patrick would not meet my eyes, and the other men avoided me. I felt as though I was marching alone, but I said nothing. When we reached the village, we stopped and took up our crouching positions. We waited for signs of government troops, but we saw nobody. I stared at Patrick, who was wearing a new shower cap on top of his wig, but he simply looked at Major Hawk and laughed, and I could see it in his eyes that he had already taken something. Hawk, we are ready. Are you ready? Hawk, we are ready to fly. I zipped my forefinger across my lips to encourage him to be quiet, but he simply giggled. And then others among the men began to laugh. I continued to look straight ahead at the village, but I could see no movement at all. After a few moments, I stood up and beckoned everybody to gather around. I told them that the village was clear and that the government troops must have retreated. Suggested that we pass through and accept food if the villagers wished to give some to us, but we would just move on. Patrick stepped out in front of me and held up his hand. No. The women last night told us that this village is friendly toward the government troops. These villagers are traitors. I had heard this, and I knew that there was a possibility that this was true, but before I could say anything, Patrick continued, Captain Juju say, we take control of this village. The men began to nod and to move from one barefoot to another. They were already tired under the weight of shells and the heavy pieces of equipment that were strapped to their narrow backs.
but their hearts were strong with amphetamines and dope. I spoke quietly. We will leave this village alone. Patrick stepped closer so I could now smell the weed. I am Captain Juju. They will follow me. To stop them, you must kill me. Patrick's eyes were stained red with blood and he was laughing at me. You are a coward, Hawk. Somebody has clipped your wings and you cannot fly. This is war, and in war you must kill. You must kill and then eat the hearts of your victims to make yourself more powerful. Come. Et je ne vous dis pas comment ça se termine. Dans ce contexte de guerre civile dans un pays d'Afrique indéterminé, ce que j'ai aussi pas mal apprécié, là pour le coup plus en tant que spécialiste de ces textes postcoloniaux, enfin, qu'on peut très rapidement classer dans les textes postcoloniaux, c'est que Carol Phillips, dans ce livre-là, il réussit à croiser plusieurs livres en fait de V.S. Naipaul, et il fait quelque chose de totalement différent de ce que fait V.S. Naipaul avec le même matériau, c'est-à-dire les guerres civiles en Afrique, l'observation ethnologique et surtout le paysage anglais contemporain et la vie dans les petites villes anglaises autour des années 90-2000. Voilà, donc ça c'était A Distant Shore de Carol Phillips. Je poursuis avec Monotobio, le dernier Chevillard que j'ai acheté, lu peu de temps avant la fermeture de tous les commerces et le confinement. Et donc c'est le dernier Chevillard. Alors, chez Éric Chevillard, il y a des textes qui me paraissent parfois un peu pénibles parce ils tournent un peu en rond, ils sont un peu vains. Celui-là est pas mal, je trouve, il appartient à la catégorie des textes qui refusent de suivre une linéarité narrative et qui refusent finalement de raconter une histoire de manière détournée. Il refuse carrément de raconter une histoire. Et je trouve que ce sont les plus réussis. Parmi les textes d'ailleurs qui appartiennent à cette catégorie, il y a Les absences du capitaine Cook, un texte auquel je pense souvent en ce moment parce que je prépare un cours d'agrégation sur les journaux et les expéditions du capitaine Cook, les 3 expéditions du capitaine Cook et tout le contexte du XVIIIe siècle. Donc je pense souvent à ce livre-là. Et donc parmi les autres livres plus récents que Les absences du capitaine Cook qui relèvent un petit peu de ça, alors plus anciens, il y avait eu Palafox, et puis plus récents, des textes comme L'auteur et moi, ou comme Sans Laurent Houtan, si vous voulez. Donc voilà, pour moi, Monotobio, pour les gens qui lisent Chevillard, il se raccroche un peu à cette veine-là. Pourquoi? Parce que Chevillard décide d'y raconter une accumulation de faits minuscules, d'événements biographiques, de biographèmes, je suppose, on pourrait dire en jargonnant, totalement minuscules, c'est-à-dire des événements dérisoires de la vie quotidienne, et de les présenter comme étant liés à une succession non contingente, c'est-à-dire ils sont liés à une articulation inéluctable. Et donc il était fatal que tel événement entraîne tel autre événement. Donc il y a finalement le livre, ce n'est pas un livre. Alors évidemment, il s'amuse avec le titre, il s'amuse avec autobio, mono. Alors évidemment, on peut lire plein de choses là-dedans. Hein. Monotobio, bon, il y a aussi le côté monotapa, enfin, il y a toute cette référence intertextuelle derrière, hein, tout l'exotisme, il y a tout ça qui est présent derrière, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que c'était un livre c'était un livre qui, je pense, cherche à se moquer de l'idée de construction logique, c'est-à-dire finalement l'idée qu'il y a un fatum, qu'il y a un événement qui découle forcément d'un autre événement et que l'on peut trouver la raison ou la rationalité ou l'origine de tout événement et donc dérouler un schéma téléologique de tout événement historique ou en l'occurrence de toute existence. Et évidemment, en écrivant son autobiographie ou en refusant d'écrire une véritable autobiographie ou en écrivant une autobiographie qui est entièrement composée de micro-éléments, eh bien Chevillard, il prend parti dans ce débat-là. Il semble dire qu'en fait, on ne peut pas écrire, à moins d'aller jusqu'au bout de la logique et d'écrire un truc complètement délirant ou complètement dérisoire, qui est ce qu'il fait ici, on ne peut pas finalement écrire la biographie ou sa propre autobiographie d'une manière qui soit rationnelle et cohérente. Et donc, il prend le parti de la totale incohérence, mais comme toujours avec lui, de l'incohérence présentée comme quelque chose de tout à fait évident ou manifeste, qui va de soi.
c'est composé selon des paragraphes qui sont courts, qui font moins d'une page en général. Je vois que j'ai noté ou j'ai corné quelques pages, pas tant que ça. Alors, il y a aussi des citations de Jacques le Fataliste et son maître, de Diderot, donc là aussi il y a ce côté, l'idée de la fatalité du fatum, qui... c'est pour ça que vraiment c'est un livre qui est très 18e aussi, hein, donc, dans ses allusions à Diderot, à Sterne, aussi à l'impossibilité de comprendre un texte comme autre chose qu'une fabrication, et de comprendre la prétendue chaîne de causalité comme autre chose que quelque chose d'aléatoire aussi. On retrouve ça dans Sterne. Bon. Je vais lire cette page 120, je ne sais pas pourquoi je l'avais cornée. Non, c'est la page 119 que j'avais cornée, je dis des bêtises. Serait-il possible d'anticiper l'avenir en restant vigilant et attentif à tous ces événements d'apparence anodine, mais qui ne se produisent peut-être que pour nous alerter? Mais si nous pouvions, avertis de la sorte, déjouer les pièges du destin, celui-ci mériterait-il encore ce nom? Faut-il croire que nous sommes consultés, parfois admis à participer aux débats qui vont sceller notre sort, aux délibérations touchant la suite de l'aventure? Questionnaire à choix restreint, de toute façon qui doit tenir compte des circonstances. Mais enfin, la statuette tomba, et mon ami Ousmane Diarra reçut des menaces de mort à Bamako. Je republiai en signe de soutien impuissant ma chronique sur sa route des clameurs. Le livre d'Ousmane Diarra, il est quelque part derrière, sur mes rayonnages de littérature africaine francophone, et c'est un très beau livre, effectivement. Et mis le point final à Ronce-Rose, pour autant qu'il soit possible d'interrompre le cours de quoi que ce soit. Il semblerait pourtant que non. Les barrages cèdent ou sont débordés. J'insiste pourtant, et d'un coup de marteau brise une noix de coco. Ça ne résout rien, évidemment, en sorte que je me décale de 2 places dans la salle 1 de l'Eldorado, le crâne chenu du fils de Jules Roy, me cachant une partie de l'écran. Peine perdue, le violon d'Anaïs grince toujours quand je l'empoigne. Autant stocker les pneus neige à la cave. Même si je suis sans illusion désormais, je détache un fragment de l'œuf en chocolat apporté par Lionel, je recoue le collant d'Agathe déchiré au genou, mais que répondre à celle qui se sent délaissée? Je commence sans savoir où cela me mènera, ainsi régulièrement, avec une ardeur et une candeur admirable, l'écrivain croit échapper à son destin, un récit inspiré par la mort misérable de notre tortue de Floride, jadis, quand nous vivions rue Sedaine, à Paris. Et pour qui lit, ce qui est mon cas, mais il n'y a pas que moi, tous les livres de Chevillard au fur et à mesure qu'ils paraissent, eh bien c'est une allusion interne à son précédent livre publié, L'explosion de la tortue, qui était pas mal. Bon, j'ai dû en parler d'ailleurs dans ses vidéos. Voilà, mon autobio d'Éric Chevillard, paru cette année. Paru il y a nettement plus longtemps, il nous a été offert par notre ami, j'allais dire québécois, non français, mais expatrié depuis si longtemps à Montréal que c'est un vrai Montréalais. Ce livre de Gaëtan Soucy, L'Acquittement, alors il faut que je revérifie parce que il a été édité puis réédité. Ça c'est 1998, mais je me demande si le texte, voilà, bon 97, peu importe. Et c'est donc ce livre de Gaëtan Soucy, L'Acquittement, et on a un autre livre de Gaëtan Soucy que je n'ai pas encore lu, quelque part sur nos étagères aussi. C'est un livre qui raconte, c'est un principe narratif relativement, j'allais dire, classique. Non, on a lu d'autres livres de ce type-là, c'est un personnage qui, arrivé au milieu de la vie, se rend dans un endroit où il a vécu beaucoup plus jeune, et il y a tout un mystère, c'est entouré de tout un mystère. Tout le premier chapitre se passe dans une gare, pardon, je faisais un anglicisme, dans une gare où il se trouve coincé par la neige parce qu'il n'a pas pu se rendre directement dès le jour où il comptait s'y trouver, dès le jour où il comptait s'y rendre, dans le village où il était attendu. Donc il y a tout ce, voilà, il y a tout ce côté itinéraire de vie. Et alors ce qui est intéressant dans cet acquittement, c'est que, en fait, on se rend compte progressivement, attention je spoil, que finalement, c'est certainement un personnage qui est dédoublé, qui est probablement schizophrène et qui attribue à d'autres ce que lui-même a fait, ou alors s'attribue à lui-même quelque chose qui est totalement inventé et qui n'a jamais eu lieu, qui ne s'est pas produit. Et donc on ne sait jamais, et ça se termine d'ailleurs comme ça, se termine comme ça, avec le chef de gare, enfin le lieutenant qui est aussi chef de gare,
qui joue le rôle de chef de gare, si mes souvenirs sont bons, je me souviens déjà plus bien, parce que c'est un détail narratif, bon, ça, qui m'a pas particulièrement retenu, mais donc ce lieutenant qui a vu et qui a lu la lettre, une lettre très importante que le personnage principal lui a montré, qui est une lettre de sa femme, il perd la lettre avant de partir, le lieutenant ouvre la lettre et se rend compte qu'en fait la lettre est écrite par quelqu'un qui a exactement la même écriture que l'homme lui-même. Et donc on comprend sur cette révélation finale que l'homme et cette femme qui l'a perdu, cette femme qui est morte, sont certainement une seule et même personne. Donc il y a, je ne sais pas du tout si ce que j'écris, si ce que je dis est clair, je suis un peu fatigué en ce moment, je ne dors pas assez, et voilà, je prépare pas ces vidéos. Donc. Enfin voilà, donc il y a plein d'indices, puis pendant tout le reste du roman, il y a plein d'indices comme ça, qui font que l'histoire que semble raconter ce personnage principal venu s'acquitter d'une dette, venu s'acquitter et venu tenter aussi d'éclaircir une faute de sa jeunesse, finalement ce qu'il raconte est peut-être faux, et ce qu'il raconte est peut-être une affabulation, une projection de lui-même dans d'autres personnages. Donc c'est pas mal, ça m'a bien plu. Je vais lire un extrait justement d'une page. Alors c'est un organiste, hein, le personnage principal est un organiste, il tient l'orgue, il tient les orgues, je ne sais pas très bien comment il faut dire, d'une église, donc tout ça se passe au Canada bien sûr. Et il est aussi compositeur, ou plus exactement il a été compositeur, et là il n'arrive plus à composer, il y a notamment un oratorio qui est laissé en plan et qui n'arrive pas à finir. Et lors de son séjour dans le petit village où il est resté 1 an comme maître de musique et précepteur de piano de 2 enfants qu'il retrouve alors qu'elles sont devenues jeunes femmes, il séjourne dans la maison et il découvre une composition. Et cette composition, apparemment, est une composition qui est celle d'un jésuite de Montréal, voilà, qui se trouve comme ça sur le porte-partition, sur le pupitre. Il poursuivit ensorcelé comme emporté sur un balai. L'application avec laquelle elle avait été retranscrite disait assez la fierté discrète, l'amour, la dévotion que l'auteur portait à sa musique. Qui pouvait bien être ce frère de sel? Bapaume l'imaginait en bottines à clous, la soutane rapiécée, la monture de ses lunettes recollée avec du ruban, en proie aux moqueries, la tête emplie d'une science vaste comme une cathédrale. Sachant sa musique livrée en parture à des collégiens abrutis par le sport et les songeries lubriques, à des parents et à des confrères dont les 4/5 ne distinguaient pas un mi d'un dos. Un petit sourire intérieur, plein de tristesse et d'ironie, résigné à l'ingratitude éternelle. Alors, je pourrais continuer, il continue à lire, donc Bapaume, le personnage principal, continue à lire la partition donc, qui est apparemment attribuée à ce frère de sel, et progressivement on se rend compte quand même que c'est étrange et qu'il a l'air de très bien comprendre, de très bien connaître cette musique, mais je m'arrête justement sur cette phrase, un petit sourire intérieur plein de tristesse et d'ironie, résigné à l'ingratitude éternelle. Cette phrase qui n'a pas l'air de grand chose comme ça, elle dit déjà, enfin, toute cette espèce de duplicité du personnage de Bapaume, parce qu'en fait, il s'imagine ce frère de sel, il se l'imagine avec ce sourire intérieur plein de tristesse et d'ironie, mais on comprend qu'en fait, l'adjectif intérieur, il est totalement ironique, et donc il y a le mot ironie aussi dans la phrase, l'adjectif intérieur est ironique, puisque ce que projette Bapaume en termes d'extériorité, en termes de ce qu'il s'imagine de quelqu'un qu'il ne connaît pas, c'est sa propre intériorité. En fait, dans cette phrase-là est déjà livrée l'énigme, à savoir que le frère de sel très probablement n'existe pas, cette composition est de Bapaume. Et il est en train de redécouvrir celui qu'il était jeune sans se rendre compte que c'était lui, ou en s'en rendant compte et en nous manipulant. En se manipulant lui-même, en manipulant le lecteur, où le narrateur manipule le lecteur, enfin voilà, il y a tout ce jeu de double qui est présent, qui n'est pas foncièrement original, mais qui est vraiment bien fait. L'acquittement de Gaëtan Soucy. Ensuite, oui, j'ai des livres qui vont prendre du temps. Bon, j'essaie de continuer un petit peu. Avec un livre traduit, ça n'est pas très souvent, mais c'est parce que l'éditeur David Meulemans, l'éditeur des éditions Aux Forges de Vulcain, a été très gentil et m'a envoyé, eh bien, non seulement j'ai pu lire un texte de Charles Yu en anglais, j'y reviendrai, mais il m'a envoyé les 4 livres parus à ce jour aux éditions Aux Forges de Vulcain de Charles Yu, et notamment celui-là, qui est le seul que j'ai vraiment eu le temps de lire pour l'instant, traduit de l'anglais par Aude Monnoyer
de galant. Et Charles Hughes est donc un romancier, un jeune romancier nouvelliste. Ici, c'est un recueil de nouvelles américain asiatique, Asian American, je ne sais pas comment on dit, et qui d'ailleurs dans son tout dernier livre, pas encore paru en français, à paraître en français, il parle justement de tous les clichés, enfin c'est comment dire, le thème du roman, le matériau en fait plus exactement du roman, c'est ça, c'est tous les clichés sur les Asiatiques. Et je crains fort d'ailleurs qu'avec toute la crise du coronavirus et tous les délires sur le Chinese virus et tout ça, qui ont été relayés beaucoup par Trump, mais qui sont très très loin d'être restreints à Trump seul, je crains fort qu'il n'ait malheureusement encore et toujours du matériau sur ces questions de discrimination. Alors ce recueil de nouvelles ne parle pas du tout de ça, ou plus exactement, il en parle à la marge d'ailleurs dans un des livres. C'est un recueil de nouvelles qui, il est présenté, Charles Hughes, comme issu de la culture geek, etc. Alors c'est vrai qu'il y a un côté comme ça, très très nouvelle technologie, nouvelle narration, etc. Moi, ce qui m'amuse un petit peu, c'est que ça me fait penser pas mal finalement à la manière dont Poe, par exemple, s'appropriait toutes les découvertes scientifiques au 19e siècle. Et lui, un petit peu, il utilise des théories physiques, des théories mathématiques, auquel je n'entends à peu près rien bien sûr, et il en fait un matériau fictionnel. Ce qui fait que ce recueil de nouvelles, alors dans l'écriture, ça n'a pas grand-chose à voir, je pense, avec Poe, je l'ai lu en français, mais ça n'a sans doute pas grand-chose à voir avec Poe stylistiquement ou thématiquement, mais dans les choix des thèmes et dans le jeu, justement, là encore, tiens, on en parlait à propos de ça, dans le jeu avec le lecteur, dans les manipulations du lecteur, il y a quelque chose d'assez proche, je pense, ici. Il y a plusieurs nouvelles que j'ai vraiment bien aimées. Je veux dire, celle que j'ai préférée, c'est celle qui s'intitule 32,05864991%. C'est le titre, hein, je n'invente rien. Et puis il y a celle qui s'appelle L'homme qui devint lui-même. Et finalement, je n'ai même pas fait exprès de présenter les deux livres conjointement, mais cette thématique du double et du fait de devenir soi-même, et qui ici est présentée comme une réalité physiologique qui a des répercussions très problématiques dans l'existence du personnage. Finalement, il y a peut-être un petit lien ici avec le livre de Gaëtan Soucy. Et je vais peut-être, c'est le plus simple, vous lire un extrait de... Ouais, ça va être plus simple de lire un extrait de L'homme qui devint lui-même, parce que... Mais voilà, mais j'aurais bien aimé lire, mais j'ai pas le temps, lire une bonne partie de la nouvelle 32, etc., mais je vais plutôt vous lire un extrait de L'homme qui devint lui-même. Alors juste une petite remarque, le titre original c'est Third Class Superhero, et donc c'est super-héros de 3e division, et dès que les librairies rouvriront, vous pourrez vous précipiter, aller acheter ça en librairie. Je lis un extrait. Les faits constitutifs de son identité demeuraient les mêmes. Son nom était toujours David Howe. Les gens continuaient à l'appeler ainsi lorsqu'ils parlaient avec lui, plus exactement lorsqu'ils parlaient à David. Lorsqu'ils discutaient entre eux et qu'ils souhaitaient faire référence à la personne de ce monde qui lui était associée, ils prononçaient les mots David Howe, et tout le monde savait de qui il était question. Pour autant qu'ils puissent dire, David avait toujours le même âge, 47 ans, bientôt 48. David touchait toujours le même salaire, cette somme d'argent prédéfinie, débitée tous les mois du compte de l'entreprise pour être transférée à l'entité légale connue sous le nom de David Howe. Le montant était plus élevé que David ne le méritait réellement, il le savait. Il était d'ailleurs loin d'être le seul à le savoir. David préférait toujours les chiens aux chats, la bière aux alcools forts, le hockey au football. David s'intéressait encore aux autres, mais uniquement lorsque cela lui paraissait pertinent, et jamais au-delà. Tels étaient les éléments constitutifs de l'identité de David Howe, et ils ne changèrent pas. La première chose qu'il remarqua sur David était qu'il remarquait David. Les émotions de David, par exemple. Elles constituaient un socle se répétant en un cycle régulier. La peur, le désir, l'enthousiasme, l'ennui, la colère, l'envie. L'ordre n'était pas toujours le même, mais avec ces 6 sentiments, l'essentiel de la journée de David était couvert. La différence était que, désormais, lorsque David ressentait quelque chose, lui pouvait l'observer. Lui pouvait regarder le monde à travers l'émotion ressentie par David, comme une diapositive dans un projecteur ou un filtre coloré sur une lentille. Si David se mettait en colère, il voyait le monde par le prisme de la colère de David. Ce phénomène ne se limitait pas aux pensées qui se bousculaient dans sa tête, aux pulsions meurtrières, ni même au fait qu'il puisse sentir le visage de David devenir cramoisi, son pouls battant à tout rompre. Non, la colère, ce n'était pas cela. C'était qu'une poignée de secondes avant que David ne dise quelque chose, il savait ce que David allait dire. Il discernait la vraie nature de la colère.
comment la rage informe et vaporeuse se condensait d'abord en un fluide, certes volatile, puis comment ce liquide se cristallisait autour de particules pour former des mots. Il savait désormais que la colère de David était visible bien avant que David se mette en colère et longtemps après que David l'a cru retomber. Je ne peux pas poursuivre, mais voilà, super-héros de 3ème division. Eh bien, voici enfin venu le moment d'essayer de reprendre le fil de ce Je range mon bureau numéro 60. J'ai enregistré les 2 premiers rushs il y a 4 semaines, ou presque 4 semaines. Donc on est désormais début mai et on est toujours confiné. Je ne sais même plus ce que j'ai raconté la dernière fois, mais je sais quels sont les livres que je n'ai pas encore chroniqués, et notamment parce qu'il s'en est ajouté. Donc je poursuis avec, depuis 2 mois maintenant, que je l'ai lu, Christina de Calonis Herminia, et c'est aux éditions du Réalgar. Et c'est le premier livre publié de Calonis Herminia, dont on nous apprend qu'elle est née en 62 à Bogota en Colombie, qu'elle réside aujourd'hui à Paris. Après une carrière de botaniste spécialiste des climats tropicaux, elle se consacre désormais à l'écriture. Et c'est un livre extrêmement beau, c'est un petit recueil, hein, c'est un petit livre, hein, je dis recueil, c'est plus en fait une fiction qu'un poème, enfin c'est une sorte de poème en prose narratif, en 4 parties, qui est un parcours de vie, hein, petite enfance, adolescence et enfin jeunesse, donc avec des titres extrêmement explicites pour des textes qui le sont beaucoup moins, qui sont souvent très énigmatiques et qui sont surtout des textes extrêmement sensoriels, extrêmement charnels, très beaux sur la découverte du corps, sur la violence faite au corps, sur le viol aussi, hein, de ce que l'on comprend de manière un peu transversale ou un peu de biais. C'est un texte très très fort. J'ai lu ce livre il y a donc maintenant, je pense, 2 mois, c'était début mars, il me semble. Il m'avait été envoyé par l'éditeur et ça m'a énormément plu. Et je vous propose d'en lire un extrait, le début d'adolescence, afin de vous faire entendre cette écriture. Fonte des neiges, avalanche de bleu, aux branches du tausin des couples de chardonnerets, carillon dans ma bouche. La campagne ploie, l'aile d'une libellule passe dans mes cils, le cœur d'un efflié bat. Les primroses feuillées dressent de part et d'autre leurs hampes en duvet. Cicatrice au front, il dort, douceur d'apôtre. Un brouillard devant les yeux, je scrute l'orée du bois. Des souliers vert anis fendent l'aube, le soleil aime la lame d'un canif. Une écriture très rimbaldienne aussi, hein, je m'en avise en le lisant un petit peu, des illuminations aussi. Hein. Et ça continue, et là où ça n'est pas du tout rimbaldien, c'est qu'il y a des notations qui finalement connotent toute une question de drame personnel, de drame d'enfance, et toute une féminité aussi extrêmement problématisée. Je poursuis avec le même texte, la suite, le 2e fragment d'adolescence. Dimanche de Pâques, le soleil baigne maman, ajoute à ses épaules un velouté carmin, une peau de lumière, une manière de tendresse, de douceur dans le sang. Veston droit d'écolière, je fugue par le jardin entre les iris. Champs boisés, plantes d'eau et nénuphars d'un bleu cru tirant sur le parme de goût nippon. Un parfum de lilas butine le long de la haie. La julienne montre sa porcelaine, fait étinceler comme d'un porc la douceur du couchant, les corolles en plein ciel. Carillon, vitraux, nefs, je débite mon rosaire. Alors les coïncidences font que quand j'ai lu ce texte, je n'avais pas tout à fait tilté, ou plus exactement, j'avais compris que la julienne était censée être une fleur, mais je n'avais jamais vraiment rencontré de fleur qui s'appelle julienne, et pour moi c'était un poisson surtout. Et en fait, depuis, je crois que c'est le mois dernier, j'ai traduit un poème de la poète allemande de la fin du 19e siècle, Johanna Wolf, dans lequel à un moment donné, il y a une fleur, je ne me souviens plus ce que c'est en allemand, et dans les dictionnaires spécialisés, une des traductions qui m'avait été proposée, c'était julienne. Et donc j'avais fait les recherches botaniques, j'ai fini par ne pas traduire comme ça, parce que je trouve personnellement l'ambiguïté ou l'équivoque avec le poisson un peu gênante. Enfin là, dans le poème, c'était gênant. Je lis un 3e fragment. L'os et l'ébène. Il vide la boîte sur le tapis, jette les pièces, comme on fait voler d'une chiquenaude la cendre des cigarettes, troque un 5 contre un 6, un 3 contre un 4, les dominos. Sa joie, son vice secret, Matador, 5 partout, Sébastopol. On n'entend plus que leur bruit mat. Puis le silence retombe, coupé de cliquetis d'ivoire effleuré. Son visage se renfrogne, ses cheveux en désordre, balais des yeux fous, des pointes d'épingle en guise d'iris, un liseré bistre cernant les orbites.
D'une main, il chasse les plaquettes. Sa violence passe sur les bêtes, à les abattre, les équarrir, leur tirer les viscères, les tailler en morceaux. Maman, au matin, blancheur cireuse rayée de bleu, collier en mousse. Pour avoir un joli porc, une Minerve. C'est donc publié cette année, 2020, aux éditions du Réal Gare. Ça coûte 10 €. Ça s'appelle Christina, c'est de Calonis Herminia. Je vous incite très fortement, j'ai déjà fait la pub de ce texte sur Twitter et sur Facebook il y a 2 mois, juste après en être sorti. Et je profite de cette occasion pour en reparler dans ces vidéos. Toujours dans les livres lus, repris, etc. Ça, c'est un livre que je n'ai pas lu, en fait, mais que j'ai parcouru parce que je m'en suis un petit peu servi à un moment donné dans une partie de mon cours sur les voyages du Capitaine Cook, puisque j'assure le cours d'option de civilisation sur les voyages du Capitaine Cook, et justement pour contraster tout le côté, les fictions utopiques de l'Australie, de l'Antarctique, etc., et les contraster bien sûr avec tout le contexte fictionnel dans lequel le Capitaine Cook va lui déterminer un certain nombre de choses extrêmement précises, extrêmement réalistes par rapport à ce continent, j'ai voulu regarder ça. Alors c'est très étonnant, je l'avais acheté il y a quelques temps d'occasion, c'était dans cette merveilleuse collection, d'ailleurs des éditions, je crois, Payot, il me semble, je ne sais plus bien. Cette édition ici, voilà, c'était des collections de textes du 18e, je ne me souviens plus comment ça s'appelait. Et donc là, c'est en 3 livres, c'est un texte de Rétif de la Bretonne, j'en ai lu quelques chapitres, c'est complètement délirant. Et effectivement, il y a des hommes volants qui vont à la découverte des peuples de l'hémisphère sud, et donc il y a des hommes serpents, des femmes singes, enfin c'est complètement délirant. Donc j'ai pas eu le temps de le lire en détail, je vais le ranger sans l'avoir relu. Voilà, donc je vous montre juste les gravures d'origine qui ont accompagné cette première édition, et je suis pas sûr, voilà. Les éditions, c'est à la fois très, très sérieux et très mal foutu ces livres, parce que pour trouver les infos, c'est pas évident. Bon, je sais plus de qui sont les gravures d'époque, mais oui, enfin, c'est quand même, ça se retrouve facilement. Vous tapez Rétif de la Bretonne, la découverte australe, et on retrouve très vite l'auteur des gravures d'origine. Voilà, donc là, ce sont un homme et une femme éléphant. Voilà, donc ça c'est la découverte australe de Rétif de la Bretonne. Je n'en dis pas plus. The Ambassadors de Henry James. Eh bien, il y a 4 semaines, quand j'ai fait les 2 premières parties de cette vidéo, je range mon bureau numéro 60, je n'aurais pas pensé, je n'avais pas prévu de vous parler de ce livre, parce que je ne l'avais pas encore lu, et ça fait très longtemps qu'il est quelque part dans la pile des livres que je veux lire, et donc ça y est, je l'ai lu. Alors Henry James, j'ai une relation un peu particulière avec Henry James, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a des nouvelles de lui que j'aime énormément, il y a des romans de lui que j'ai adorés, Roderick Hudson, Portrait of a Lady, c'est absolument splendide, The Spoils of Poynton, et c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le premier Henry James, et je trouve que les romans de la fin sont beaucoup plus indigestes et beaucoup plus difficiles à lire. Celui-là appartient un petit peu à cette série de la fin, 1903, il est considéré comme les grands romans de la maturité. J'ai vu d'ailleurs, je parlais de programme d'agrégation tout à l'heure, que The Wings of the Dove, que je n'ai jamais lu, que j'avais essayé de lire et que j'avais interrompu il y a de ça déjà plusieurs années, se trouve l'année prochaine au programme d'agrégation. Voilà, je pense que ça, c'est les James avec lesquels j'ai plus de mal. Alors, The Ambassadors, j'ai été un petit peu en courant alternatif avec ce livre. J'ai mis plus d'1 semaine à le finir, parce que je suis bien rentré dedans, paradoxalement. Et puis, je me suis perdu un peu au milieu. C'était un livre qui est en 12 chapitres, un peu structuré comme les 12 chants, probablement les 12 chants du paradis perdu. Enfin, il y a un modèle qui est un modèle épique, alors qui est traduit dans des choses qui étaient extrêmement contemporaines pour Henry James, tout cet art de la conversation, alors la métaphore diplomatique est liée ici en fait à des histoires sociologiques entre une famille américaine, entre plusieurs familles américaines en fait, et l'enfant un petit peu prodigue, le fils prodigue, qui passe plusieurs années à Paris et on ne sait pas très bien ce qu'il fait, tout le monde pense qu'il fait quelque chose de pas bien, et donc finalement tout se résout sur le continent, d'abord en Angleterre puis en France, et l'essentiel du roman en fait à partir je crois du 4e chapitre jusqu'à la fin se passe en France. Voilà, donc il y a tout ce côté là, mais il y a toujours une espèce de modélisation littéraire extrêmement complexe derrière, et surtout il y a toute la syntaxe jamesienne qui ne va qu'en se complexifiant au fur et à mesure
mesure de sa carrière, ce qui fait que ça a ponctuellement des espèces de fulgurances, moi des choses qui me transportent, il y a un vrai plaisir esthétique de la lecture de la phrase de James Yen, et en même temps, pendant du chapitre 6 au chapitre 10, moi il y a des moments où vraiment j'avais du mal à suivre les raisonnements, on va dire, les argumentations, et à savoir vraiment de quoi parler les personnages. C'est très particulier, parce que finalement, Henry James, le matériau de Henry James, il n'est pas foncièrement différent du matériau de certains des grands romans de Balzac, mais mais avec une discursivité qui est une discursivité de philosophe en fait. Et donc c'est un peu comme lire comment dire, les textes philosophiques, quand ils parlent d'abstraction, on va dire Lévinas, Wittgenstein, je ne dis pas qu'ils me gênent, pas, mais on va dire que je réussis à rentrer dedans parce que je suis dans le domaine des abstractions. Et donc cette discursivité abstraite ici, elle se porte sur des objets qui sont des objets extrêmement triviaux finalement, des objets conversationnels, des objets de sentiments, de relations entre des personnes, des choses extrêmement subjectives finalement. Et c'est cet échange dialogique entre des personnages sur des sujets finalement extrêmement commonplace, enfin des sujets tout à fait presque quotidiens, en tout cas banals, mais avec une argumentation et un raisonnement qui relèvent de la philosophie analytique, qui parfois sont quand même assez compliqués. Donc c'est ce que Robert Pinget, dans certains romans, aurait appelé une lecture difficile ou une grande lecture. Voilà, c'était une lecture difficile, j'ai eu un petit peu de mal à m'en sortir. Donc si vous avez jamais lu d'Henry James, c'est pas celui-là que je vous conseille. Il est généralement porté au pinacle, comme l'un des plus grands romans de Henry James, un des plus évidents. Je me rappelle qu'à Normal Sup, Pierre-Yves Pétillon l'avait cité à plusieurs reprises dans son séminaire comme un roman vraiment essentiel, du fait de cette espèce de diffraction entre l'américanité et l'européanité, hein, qui est effectivement très, très intéressante. Mais enfin, je pense pas qu'il faille commencer par là du tout. Et j'aurais été tenté de vous lire des extraits, mais j'ai corné finalement pas mal de pages. Je pense que je vais juste vous lire, allez, si, je vais vous lire le début de la deuxième section du chapitre 3. C'est pas des chapitres d'ailleurs, ce sont des books, et là aussi ça rejoint un peu la structuration en books et en cantos, des grands poèmes épiques, et pas seulement d'ailleurs Milton, on peut penser à Byron aussi, hein, certainement. Et puis il faudra aller voir du côté de la poésie la grande poésie narrative ou épique américaine du 19e, mais que je connais moins, Longfellow, tout ça. Bon, je lis un extrait quand même. When Miss Gostry arrived, at the end of a week, she made him a sign. He went immediately to see her, and if it wasn't till then that he could again close his grasp on the idea of a corrective. This idea, however, was luckily all before him again, from the moment he crossed the threshold of the little entresol of the Quartier Marbeuf, into which she had gathered, as she said, picking them up in a thousand flights and funny little passionate pounces, the makings of a final nest. He recognized in an instant that there really, there only, he should find the boon with the vision of which he had first mounted Chad's stairs. He might have been a little scared at the picture of how much more in this place he should know himself in, hadn't his friend been on the spot to measure the amount to his appetite. A compact and crowded little chambers, almost dusky, as they at first struck him, with accumulations, represented a supreme general adjustment to opportunities and conditions. Wherever he looked, he saw an old ivory or an old brocade, and he scarce knew where to sit for fear of a misappliance. The life of the occupant struck him of a sudden as more charged with possession even than Chad's or than Miss Barris's, who, wide as his glimpse had lately become of the empire of things, what was before him still enlarged it. The lust of the eyes and the pride of life had indeed thus their temple. It was the innermost nook of the shrine, as brown as a pirate's cave. In the brownness were glints of gold, patches of purple were in the gloom, objects all that caught through the muslin with a high rarity the light of the low windows. Nothing was clear about them but that they were precious, and they brushed his ignorance with their contempt as a flower, in a liberty taken with him, might have been whisked under his nose. But after a full look at his hostess, he knew none the less what most concerned him. The circle in which they stood together was warm with life, and every question between them would live there as nowhere else. Je coupe de manière un peu arbitraire, pas tout à fait arbitraire,
mais il n'y a pas de renvoi, il n'y a pas de nouveau paragraphe après. Je coupe au milieu donc ce passage important et cette très belle description aussi du lieu du book the third, du troisième livre, du troisième chapitre, la troisième partie de ces ambassadeuses. Ce que je n'ai pas dit, c'est que évidemment le personnage principal est un personnage qui est extérieur apparemment à l'ensemble de l'action, de la polémique diplomatique, et c'est évidemment le premier ambassadeur qui est envoyé en Europe auprès justement du fils prodigue pour essayer de le rattraper et de le ramener à la raison et de le faire rentrer dans le droit chemin. Évidemment, il se passe quelque chose de totalement différent, ce qui fait que finalement le vrai protagoniste et le vrai sujet du roman, c'est Strava, c'est ce personnage, mais en même temps, la grande complexité est qu'on finit par comprendre à peu près les motivations de tout le monde, sauf la sienne. Et la sienne, elle est toujours discutée d'une manière oblique, et moi, c'est ça qui m'a, je crois, en fait, empêché d'entrer vraiment totalement dans le roman, c'est que je n'ai pas saisi, j'ai pas réussi à saisir, et malgré, j'ai envie de dire, et plus il y avait de développement pour essayer de faire comprendre les motivations de Strava, moins je comprenais. Donc je suis resté un peu imperméable au roman de ce point de vue-là. Mais enfin, je l'ai lu en entier, ce qui est déjà pas mal, certainement. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Ah ben tiens, presque contemporain, presque, non en fait, pas tout à fait, parce qu'on est dans les années 1870, j'ai lu un Zola que j'avais pas lu encore. Je croyais l'avoir lu, son excellence Eugène Rougon, je me suis bien confirmé en le lisant que je ne l'avais pas lu, et c'est d'après les notes écrites et la préface écrite par Armand Lanoux et Henri Mitterrand dans le Pléiade, c'est le roman le moins lu de Zola, c'est censé, ou ça a longtemps été le roman le moins lu, ou le moins acheté, ou le moins vendu, je ne sais pas très bien comment ils ont fait leur compte et comment ils savent ça, le moins lu de Zola, et c'est vrai qu'il est un petit peu à part, il est un petit peu... Alors ça me paraît bizarre quand même qu'il était moins lu que Le Rêve, ou que La Faute de l'abbé Mouret, ou que peut-être même Une page d'amour, parce que c'est quand même un livre qui décrit quand même de manière très intéressante et de très près les mécanismes politiques du Second Empire, dans lesquels l'empereur lui-même apparaît à plusieurs moments, donc Napoléon III bien sûr. Donc il y a tout ce côté-là qui est quand même très, très intéressant, et c'est un roman qui se lit bien. Alors c'est vrai que c'est un roman qui joue sur une espèce de déceptivité permanente. Là, il y a un petit point commun avec des ambassadeuses, mais d'une manière beaucoup plus transparente, hein, beaucoup moins opaque et beaucoup moins contournée et alambiquée certainement que chez Henry James. Il y a cette espèce de refus hein, de choisir. Et finalement, c'est un roman politique et un roman d'amour, et ça n'est ni l'un ni l'autre, puisque c'est un roman sur une figure, son excellent Eugène Rougon, qui côtoie bien sûr les sommets du pouvoir, et qui est président du Conseil d'État, puis ministre de l'Intérieur avant sa chute finale. Et ça décrit très bien les mécanismes, et ça décrit extrêmement bien la manière dont son entourage le fait, mais surtout son entourage le défait. Son entourage est la cause de sa chute, et même pas la cause indirecte, mais la cause directe de sa chute. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment le roman navigue et travaille surtout, finalement, la figure de la femme, de l'italienne, hein, bon, qui est inspirée d'un certain nombre de personnages réels, mais qui fait l'objet d'une sorte de refus érotique de la part de Eugène Rougon. Et finalement, Eugène Rougon, c'est celui qui n'arrive pas à jouir, ou qui ne peut pas jouir, et qui n'arrive pas à jouir non plus pleinement de son pouvoir. Donc c'est un roman, je pense, très freudien aussi. C'est un roman sur la difficulté à assumer le fantasme, et peut-être sur la répression excessive aussi du fantasme. Donc il y a certainement quelque chose de cet ordre-là dans ce roman, et de ça qui le rend tout à fait captivant. Moi je l'ai trouvé très très beau. C'est un Zola qui est peut-être un petit peu atypique par certains côtés, mais qui est peut-être plus analytique finalement, peut-être moins sensationnaliste aussi que certains autres livres de Zola. Ça a pu lui être reproché, justement, le fait à la fois bon, historiquement, c'est contemporain. Les détracteurs contemporains de Zola insistaient beaucoup sur on connaît toutes les caricatures, surtout le côté extrêmement sale, le fait de regarder la totalité de l'humanité, mais du coup de s'intéresser aussi beaucoup à tout ce qui relève de l'égout, ce qui relève du corps, ce qui relève des fonctions basses, et le fait de parler de manière extrêmement directe, extrêmement crue du corps. Il y avait aussi bien sûr des ressorts qui étaient des ressorts très adaptés, très adoucis, mais qui relevaient aussi un peu du roman feuilleton. Là, il n'y a rien de tout ça, en fait, à savoir que le côté... Alors oui, il y a des choses qui ont dû passer pour impudiques, indécentes,
non conforme à la morale bourgeoise, certainement dans les choix de description, et notamment de ce merveilleux personnage féminin, mais quand même, voilà, c'est un roman qui est très 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 atténué et qui est beaucoup plus analytique, beaucoup plus strictement analytique que la plupart des autres livres des Rougon-Macquart. Donc moi j'étais très content de relire un Zola, ça faisait un petit moment que j'avais pas lu, ça faisait 4 ans que j'avais pas lu de Zola, et c'était très bien. Il me reste encore 2 livres dont je veux parler, ce sont 2 livres importants, chacun d'entre eux. Je suis un petit peu embarrassé parce qu'en fait il me reste même pas 5 minutes sur la carte SD. Bah oui, forcément quand on enregistre des vidéos et qu'on les monte pas, on se retrouve avec des vidéos très longues et puis on se trouve avec autre chose sur l'appareil photo, tout ça est un peu compliqué. Alors je vais quand même essayer d'en parler. Je vais essayer de parler de celui-là, allez, bah, je me donne 4 minutes, hein, il me reste 4 minutes. Kintu de Jennifer Nansubuga Makumbi. C'est un livre qui est paru en 2014 pour la première fois ou en 2018, j'arrive pas à savoir, peu importe. Et c'est un roman, alors c'est vraiment un roman très très fort. Moi j'ai trouvé ça très bien, j'étais un petit peu sceptique au départ, après avoir lu 2-3 choses à son sujet, la 4e de couverture, etc. C'est une romancière ougandaise, c'est son premier grand livre. Et c'est un roman qui essaie un petit peu de circonscrire toute l'histoire de l'Ouganda en croisant l'Ouganda ultra contemporain avec les origines, notamment en fait historiques, dans un royaume, dans le royaume dont le nom m'échappe d'ailleurs, c'est pas grave, au sud en fait de l'Ouganda, la partie un petit peu limitrophe du Rwanda aussi. Et donc Kintu, c'est le nom d'un ancêtre dont l'histoire est racontée dans la première partie, qui se retrouve pris dans une sorte de malédiction et qui agit d'une manière qui crée une sorte de niveau supérieur de malédiction qui va se retrouver dans toutes les générations de ses descendants. Et donc là où le roman est extrêmement astucieux, c'est qu'il s'ouvre par un prologue qui se passe en fait en 2004. Il y a un fait divers, un crime, bon voilà, qui est décrit de manière assez précise d'ailleurs, et finalement, tout va s'agréger autour de ce crime, et à chaque début de chacune des 5 parties du livre, on va se retrouver pris dans tout ce qui découle de ce fait divers en 2004. Et donc, première partie 1750, et toutes les parties suivantes vont prendre des éléments différents de la généalogie. Alors c'est amusant parce que je viens juste de parler des Rougon-Macquart, il y a un petit côté Rougon-Macquart en ce sens où il y a cette même idée que d'un ancêtre commun ou d'une sorte d'origine commune découle un certain nombre de malédictions. En l'occurrence ici ça prend plus une forme un peu mystique ou un peu animiste, mais qui finalement est déclinée du point de vue romanesque. Ça ne change pas grand chose, que ce soit avec un principe scientifique, biologique d'ailleurs en grande partie déconstruit depuis la question de la loi de l'hérédité telle que la comprenait Zola, ou que ce soit du point de vue mythologique ou animiste, ça ne change pas grand chose finalement sur la manière dont ça se décline au niveau du roman. Il y a un même principe structurel finalement que dans les Rougon-Macquart, mais dans un seul roman, donc c'est quand même beaucoup plus court. Alors le roman est assez long, il fait 400 pages, et il y a vraiment des vrais bonheurs d'écriture, et surtout ça tient la route, c'est-à-dire elle tient la longueur. Il y a 2-3 moments où on se demande si elle n'aurait pas pu faire un petit peu plus court quand même. Ça, je le fais remarquer quand même. Je crois qu'il a été traduit, j'avoue que j'ai pas vérifié avant d'enregistrer la vidéo. Ça peut se vérifier, mais voilà, c'est pour dire qu'il y a vraiment des choses très chouettes. Alors je vais vous lire un extrait de la première partie, un extrait très court. I'll tell you 3 things I learned that day by Ali, Kintu started again. 1. Our culture does not joke with sex. 2. Being a man is no privilege, because when things don't work, you can't hide it. Women are lucky, they can. Ça parle de la jouissance, hein. 3. Don't ever take your erection for granted. That aunt knew a few tricks. The groom finally rose to the task and she showed him what to do. But as he mounted the bride, he threw up, emptied his stomach onto the bride. Kintu, must you tell this story? Baale must know that sometimes manhood malfunctions. Was the groom drunk? He doesn't touch alcohol. Oh, draw the picture of that moment. Kintu stretched his legs. The aunt steps out of the house and summons the father of the groom. Luckily, the bride's family has gone home and the rest of the revelers are drunk. The father calls me to help. Meanwhile, the bride is crying. The aunt, now packing the bride's bags, huffs.
We're going home, child, there is no man here. Voilà, ça c'est la première partie. J'aurais voulu vous lire un extrait de la deuxième, mais ça c'est si je retrouve un peu de place sur ma carte SD. À plus tard peut-être. Bon, alors figurez-vous que ça tombe bien que j'ai eu besoin de changer de carte SD, d'aller chercher une autre carte SD, et puis du coup, ça me permet pendant ce temps-là de mettre sur l'ordinateur portable le contenu de l'autre carte SD, ce qui fait que je vais prendre moins de retard pour le montage, etc. etc. Bon, je me dis, le film va peut-être faire 1h30, peut-être plus. Au point où j'en suis, je peux même perdre une minute à vous dire n'importe quoi. Alors ça tombe bien qu'il y ait eu cette interruption, parce que j'ai vérifié. Quand je vous ai dit tout à l'heure Kintu, je ne sais plus si c'est traduit en français ou pas, je me suis dit, mais si j'ai vérifié, c'est traduit en français, pourquoi je ne me souviens pas? Alors ça m'est vite revenu, effectivement, ça a été traduit aux éditions Métellier, les excellentes éditions Métellier, moi j'aime beaucoup les éditions Métellier, ils ont notamment publié l'immense romancier Agualusa, j'ai dû en parler dans d'autres vidéos, on aura l'occasion d'en parler à d'autres moments. C'est aussi chez Métellier que sont publiés la plupart des grands textes de Machado de Assis. Voilà, donc ils font énormément de travail pour tout ce qui est la littérature lusophone. Donc visiblement, bon, bah, ils se diversifient, ou alors ça m'a échappé, ils en ont publié d'autres, de la littérature africaine anglophone. Et alors j'avais vérifié, j'avais même regardé vite fait le début de la traduction par une certaine Céline Chevaler, et ça m'avait surpris parce que au tout début, il y a Sucking her teeth at being disturbed, et Sucking her teeth, Suck her teeth, ça a été traduit par Elle Chipa. Je ne savais pas qu'on pouvait en français dire chipper, ou qu'en tout cas la traductrice osait utiliser comme ça ce terme extrêmement contemporain, argotique, français, chipper, alors que Suck her teeth est complètement banal en anglais, peu importe. Cela dit, traduire de manière satisfaisante Suck one's teeth n'est pas commode du tout. Bien, j'ai donc retrouvé de l'espace, et donc du temps, de l'espace sur la carte SD, et donc du temps, ça y est, importation terminée, c'est merveilleux. Et ça va me permettre de lire un autre extrait du livre de Jennifer Nansubuga Makumbi, Kintu. C'est à la page 295, et là c'est plus contemporain, vous allez le voir, et c'est plus politique. On était sur la politique sexuelle, en quelque sorte sexual politics, comme disent les Américains dans le précédent extrait. Là, c'est plus la politique plus traditionnelle. In a way, Miesi understood Kalebu's feelings of persecution. When he had lived in Britain in the 70s, he felt implicated whenever he read in the papers that a black person had stolen, murdered, or raped. Now he answered, "All politicians are the same. Once in power, they imagine that they're the only ones with brains. What has this president done for the country, seriously? At least we can sit here and criticize him. But only his tribal region is prospering and he's brought back the Asians. At least one region's developing," BEC said evenly. "I wish Obote and Amin had developed their regions. We would have fewer problems here in the south. As for the Asians, they've given the city a facelift. My problem with this man is that he has snuffed out our self-belief. But he's taking properties from Ugandans and giving them to Asians. How can that be right?" Kalebu sat up. "He's not giving them properties, he's returning their properties," Miesi tried to explain. "The international community will not invest in Uganda until all properties Amin confiscated from Asians have been returned." Par parenthèse, toute cette question de la confiscation, de la manière dont les Asiatiques ont été chassés, dans laquelle il y a une purification ethnique de l'Ouganda lors des premières années du régime d'Idi Amin Dada, c'est notamment raconté dans un très très beau roman qui sont les Chroniques abyssiniennes de Moses Isegawa. Parenthèse refermée. Kalebu kept silent. Finally he said, "I know you'll think that I say this because I am a Muslim and that I stand by Amin blindly, but don't you think this president is taking us back to those old days of boy this and boy that? Who doesn't know how cruelly Asians treated us? Maybe you educated people don't, but for us who worked in their shops and homes, the idea of having them back is sickening. Those days are long gone. Asians return as equals. Besides, they learned to call us boy from the British." The problem with Amin was not that he killed people, who hasn't. Amin's sin was that he killed the untouchables, the educated. Where Amin killed an archbishop, Obote killed 100 peasants. Did the world cry out? "On second thoughts, I'd have a glass of water," Miesi said. "Someone bring us a glass of water," Kalebu called. Then he carried on, "When the British love you, they wash the ground you tread white with praise.
but let them turn against you. A child brought a glass of orange juice and Macy was disappointed. Juice would not quench his thirst. He considered repeating his request for a glass of water, but decided against it. When he put the glass down, Kalebu carried on. The British said that Amin killed his son Moses and it is art. But Moses' mother returns to Uganda and says that her son is alive in France. Donc ça continue avec ce dialogue, ce débat entre deux Ougandais contemporains. On a compris, un musulman qui peut-être essaie de justifier le régime d'Idi Amin Dada par solidarité religieuse, c'est suggéré à un moment donné, et puis quelqu'un qui essaie de voir un petit peu les bons aspects, pas les mauvais aspects de tous les régimes qui se sont succédés, et surtout d'essayer de traiter, ou de parler, ou d'évoquer la question des Asiatiques, et du retour des Asiatiques, et de la réappropriation des Asiatiques en Ouganda dans les années 90-2000, d'une manière un petit peu problématisée. Voilà, donc c'est, bon, pour plein de raisons, c'est un roman qui me parle énormément. C'est un roman que je pourrais mettre au programme pour des étudiants en troisième année de licence, le jour improbable où j'aurai à nouveau un cours de littérature en troisième année, et puis le jour improbable aussi où on sera déconfiné. Ça c'est encore autre chose, sauf que le livre est un peu long quand même, et un petit peu complexe, il demande peut-être un peu trop de culture, et souvent les étudiants de troisième année en littérature anglophone n'ont finalement jamais vraiment lu de littérature africaine. Bon, c'est comme ça. Voilà, je refais une petite interruption le temps de commencer le montage, et puis je vous parle du Nuage et la valse de Ferdinand Peroutka. Et donc, pour finir, et last not least pour le coup, un des livres qui m'a le plus marqué ces derniers temps, Le Nuage et la valse de Ferdinand Peroutka, traduit du tchèque par Hélène Belletto-Sussel, et c'est aux éditions La Contralée, décidément une maison dont le travail me plaît vraiment beaucoup. Et le fait que l'éditeur principal ait été invité en résidence dans la région centre et qu'on ait failli travailler ensemble, et puis que tout ce bazar du confinement, du coronavirus, etc. ait empêché cette collaboration, c'est pas, voilà, enfin, voilà, c'est triste, c'est regrettable à plein d'égards, mais voilà, c'est comme ça. En l'occurrence, voilà, ça m'a permis aussi de continuer mon exploration du catalogue. C'est un éditeur que je fréquentais depuis quand même pas mal de temps, depuis plusieurs années, et là ça m'a permis un petit peu d'approfondir. Alors ce livre que j'avais acheté il y a déjà pas mal de temps, j'ai eu enfin le temps de le lire au début du confinement, et c'est vraiment très très beau. C'est très difficile à résumer, je sais, je dis ça tout le temps, j'en ai même fait un gimmick parfois au début de ces vidéos, mais c'est un livre qui a été écrit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pendant longtemps, l'auteur Ferdinand Peroutka en a en quelque sorte diffusé des fragments sous forme plutôt théâtrale. Enfin, au départ, c'était plutôt une œuvre théâtrale, c'était juste une trame, en fait, une partie de cet important livre. Et puis ça a fini par sortir en tchèque, donc sous cette forme-là, cette forme romanesque. Ça fait 600 pages, ou presque 600 pages, peu de temps avant sa mort, dans les années 70, et ça vient donc d'être traduit aux éditions de La Contralée. Ils l'ont publié, je vais essayer d'être le plus complet possible, en 2019. Voilà, quand je dis ça vient d'eux, effectivement ça fait vraiment pas longtemps, et c'est un livre qui aurait dû être traduit depuis bien plus longtemps, qui devrait être connu, qui est un livre absolument essentiel sur l'expérience carcérale, sur l'expérience de la déportation, et c'est un livre qui, moi, on va dire pour les deux grandes références de textes littéraires du XXe siècle que cela me rappelle, qui me rappelle d'une part Le Labyrinthe magique de Max Haupt, cette gigantesque œuvre en 6 volumes, très 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 beau. Enfin, si vous ne connaissez pas, il faut absolument lire ça, traduit de l'espagnol, je ne pourrais plus très bien dire par qui, mais c'est aux éditions des Fondeurs de Briques. Allez, j'en suis pas à ça près, je vais le chercher. Bon, j'ai pas ressorti les 6 tomes, je vous ai ressorti que le 6e. Donc ça, c'est le 6e tome du Labyrinthe magique de Max Haupt. Ça a été traduit de l'espagnol par Claude de Fraissinet. C'est aux éditions Les Fondeurs de Briques. Et c'est sorti en 2011 en français. Et c'est absolument génial, Max Haupt. Et puis l'autre référence, pour moi, c'est les communistes d'Aragon. Les communistes d'Aragon, quand on ne sait pas de quoi ça parle, on peut avoir comme ça des préventions ou des doutes ou être sceptique. En fait, c'est un très très beau roman polyphonique sur la guerre de 39, la drôle de guerre en fait, les années 39-40, et la chute finalement de l'Europe de l'Ouest, la chute de la France à coup sûr.
Voilà, donc et donc le nuage et la valse parlent de Prague principalement, mais parlent de ce qu'on appelle aujourd'hui la Tchéquie, entre 1938 et 1945. Et en croisant en fait les itinéraires de plusieurs personnages, selon un système d'analepse et de prolepse qui, si on l'étudiait de l'extérieur, paraîtrait extrêmement complexe, mais qui se lie en fait très très bien, on finit par bien se repérer dans ces 4 ou 5 personnages principaux. Et ces 4 ou 5 personnages principaux, en fait, ils ont comme point commun qu'ils vont tous être arrêtés, ou qu'ils vont, pour certains même être exécutés, qu'ils vont disparaître sous le régime nazi, sous l'occupation nazie, sous l'occupation allemande de la Tchéquie, mais surtout, leur point commun, c'est qu'ils sont tous arrêtés ou voire exécutés, mais pas au même moment. Et c'est ça qui est l'idée finalement narrative extrêmement forte de Peroutka, qui lui permet du coup d'avoir un roman qui traite de différents cas de personnes arrêtées, de personnes qui deviennent des victimes de l'occupation nazie, mais à différents moments et du coup dans différents camps. Et donc c'est vraiment très fort, et puis c'est évidemment très émouvant parce que c'est un texte qui est heureusement slash malheureusement d'un vrai réalisme, puisque Peroutka lui-même avait connu la déportation. Je vous donne juste un extrait de la biographie qui est donnée ici. Persécuté par le régime nazi en raison de ses convictions démocratiques, il est interné au camp de Buchenwald. À sa libération, il écrit Le Nuage et la Valse, qui sera d'abord diffusé et joué sous sa forme théâtrale en 47-48. Ensuite, il s'est exilé, d'ailleurs j'avais oublié de le dire, mais je l'avais oublié en fait, il s'est exilé à l'ouest, enfin il s'est exilé aux États-Unis après 1948. Donc il n'est pas resté à Prague sous l'influence, on va dire, vraiment grandissante et le tour de vis très net des soviétiques. Bon, peu importe. En l'occurrence, donc, c'est un livre extrêmement fort qui prend le temps de rentrer dans le détail des relations humaines et des systèmes politiques de l'oppression et bien sûr de la nazification dans les années 38-40, et c'est vraiment très très beau. Je vais en lire plusieurs extraits. Je pense que c'est ce que je fais, c'est la raison principale pour laquelle ces vidéos sont longues, c'est que je me force toujours un petit peu à blablater parce que je ne veux pas juste lire des extraits comme ça sans contexte. Et du coup, comme j'improvise souvent, ça prend plus de temps que si j'avais un peu préparé. Ça, c'est un peu le problème de cet exercice-là. Mais enfin, si vous êtes encore avec moi au bout d'une heure et demie de vidéo ou pas loin, c'est que vous supportez la chose à peu près. Mais du coup, je veux aussi lire des extraits. Donc du coup, vous avez le beurre et l'argent du beurre, et vous avez surtout des vidéos interminables avec ma tronche. Allez, je vais lire plusieurs extraits. Un extrait, donc c'est aux éditions à la Contralée. Traduction Hélène Belletto-Sucel, c'est Ferdinand Peroutka. Extrait de la page 264. Un rêve. Kraus est à Prague. Il se prépare pour une soirée au théâtre. Il faut qu'il prenne un bain et qu'il se rase. Monsieur Cohn arrive. S'assied, il a envie de bavarder. Mais Kraus est agacé. Il n'a pas le temps, il parle dans la salle de bain en claquant la porte derrière lui. Monsieur Cohn ne sait pas qu'il est mort et se comporte avec un naturel parfait. Il passe la tête à la porte de la salle de bain et raconte qu'il a écrit un mémorandum. Il faut que monsieur Kraus le lise. Kraus répond qu'il est dans son bain et qu'il a les mains mouillées. Monsieur Cohn n'a qu'à le poser sur le rebord de la baignoire. Au bout d'un moment, monsieur Cohn repasse la tête à la porte de la salle de bain et demande à Kraus s'il a lu son mémorandum. « Attendez, monsieur Cohn, vous voyez bien que je suis en train de me raser. » Monsieur Cohn se fâche. Très bien, monsieur Kraus. Il prend le mémorandum et sort en claquant lui aussi la porte derrière lui. Un rêve. Kraus de retour à Prague. Il doit veiller à ce que les Allemands n'en sachent rien. À l'emplacement du café, il y a maintenant une boucherie qui vend de la viande de cheval. Et dans le parc, la statue qui avait toujours été là a disparu. Certaines rues ont été murées. Le baroque est accessible par un couloir souterrain, et on dirait bien qu'on n'entend plus le ronronnement du barrage de la Vlatva. Kraus s'approche et s'arrête juste au-dessus du barrage. L'eau dévale la pente. Déferle, se cabre et tourbillonne, mais sans un bruit. Kraus le fait remarquer aux gens qui se trouvent là. Ils prennent peur. Un attroupement se forme. On remercie Kraus de s'en être aperçu. Kraus se réveilla. Déjà le deuxième jour. Il sortit de son lit et resta longtemps assis à la table dans l'obscurité. Il va retourner faire un tour. Il ira dans la deuxième salle, là où se trouvent les anciens du baraquement.
Je lis un extrait de la partie suivante. Page 296-297. À peine arrivé à la porte, avant même d'avoir senti la moindre odeur, l'Hauptscharführer Sommer se mit à crier que les lits étaient mal faits, que les Juifs étaient des porcs à tout point de vue et que leurs vêtements étaient couverts de boue. Ils ouvrirent les fenêtres pour aérer, ôtèrent leurs vêtements et les lavèrent sans savon dans l'eau glacée. Ils les étendirent sur les tables et les bancs et se glissèrent tout nus dans leurs lits. Au bout d'une heure, Sommer arriva par surprise. Il dit sèchement que se mettre au lit en plein jour était un manquement très grave, sans doute une habitude de paresse propre aux Juifs. Il leur ordonna de s'habiller et comme punition de se rendre sur la place devant le portail. Le docteur Lilienthal demanda la parole. Un Juif est-il autorisé à faire une remarque? Il expliqua que leurs vêtements n'étaient toujours pas secs, qu'ils étaient encore dégoulinants d'eau et il faisait un froid glacial. « Ta gueule, Juif !» Ils mirent leurs vêtements mouillés et Sommer les conduisit jusqu'à la place. Il leur ordonna de se ranger, passifs, entassés, bordel, 1 mètre de distance et 2 mètres entre les rangs. Ils étaient là, debout à 1 mètre l'un de l'autre, 2 mètres entre les rangées. Le vent se ruait sur eux sans rencontrer d'obstacles. Il y a plein de textes magnifiques. Hein. Je vais en lire un 3e seulement, plus vers la fin. La dernière conversation décisive entre Peter et Erich s'était prolongée jusqu'au matin. Erich se proclamait spartiate, un inébranlable spartiate. Peter disait que sans en être absolument sûr, il avait le sentiment qu'une aspiration excessive à la perfection et à la pureté conduisait parfois à la haine de la vie et de l'humanité. La vie, disait-il, est toujours un peu imparfaite, un peu impure, on n'y peut rien, mais tout de même, vive la vie. Erich, se référant à la parole du maître, affirmait qu'il fallait éradiquer l'impureté. Peter disait « Donner à un être grossier quelques lignes de philosophie, il se mettra à pendre ses semblables. » Erich citait le maître « Donner à un être faible une œuvre philosophique, il restera assis à ne rien faire. » Peter demandait à Erich s'il se rappelait leur visite chez le maître. Le maître était toujours assis à la fenêtre, dans une posture particulière, il ne les regardait pas, on aurait dit qu'il regardait par la fenêtre. Aujourd'hui, Peter avait la quasi-certitude que c'était simplement parce qu'il était plus beau de profil que de face. Erich n'était pas d'accord. Il s'était quitté en se disant que chacun allait désormais suivre sa voie. Il s'était souhaité beaucoup de bonheur. Puis, pendant des années, Peter n'avait pas revu Erich. Il le revoyait aujourd'hui, dans l'uniforme d'un officier SS, veillant au bon ordre de ce qui se passait devant la porte derrière laquelle on était en train de pendre un général. La pendaison était achevée. Les caméramens se dépêchaient d'enrouler leurs câbles et d'emporter les projecteurs montés sur des roulettes. Venant des 2 côtés de la pièce, les SS s'approchèrent de Peter et l'emmenèrent. Ils attendirent devant la porte qu'elle s'ouvre de l'intérieur. Peter n'était qu'à 1 pas d'Erich. Il le regarda fixement. Erich ne baissa pas les yeux. Le maître dont il est question dans cet extrait, alors les 2 personnages, Peter et Erich, sont des personnages complètement secondaires, hein, qui apparaissent seulement dans un chapitre. Et ce sont des disciples en fait, du poète allemand, et donc, apparemment, présenté comme une sorte de modèle philosophique ou de pensée pour un certain nombre de jeunes Allemands des années 20-30. C'était le poète Stefan Georg. Et Stefan Georg, moi je l'ai beaucoup lu quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant. Et bon, je n'ai pas fait de recherche particulière, mais visiblement il a eu aussi ce côté-là. Donc là c'est assez intéressant aussi. C'est tout ça. Ça fait un petit peu penser aussi à il y a ce roman de Miguel Delibes, là, c'est bien juste de me frapper en relisant ce texte à haute voix, l'étoffe des héros, je crois, je ne sais plus par qui c'est traduit non plus. Ce passage-là fait penser un peu au cinéma, fait penser à Il était une fois la Révolution de Sergio Leone, je vais y arriver. Bon, je pense que avec 3 extraits, c'est pas mal finalement. Je vous invite vraiment à lire ce livre et puis à prendre 2-3 notes peut-être et
J'espère que si ça n'est pas ce livre, il y a d'autres livres dont je vous ai parlé qui vous intéresseront ou qui vous intrigueront. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, je ne sais pas quand.